Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode. Salut tout le monde. On espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon début de semaine. On se retrouve aujourd'hui pour le sujet de la semaine et on va vous parler de comment choisir un bon locataire. Je pense que c'est un épisode qu'on avait déjà fait il y a quelques temps, mais c'est bien de refaire un épisode là-dessus, sachant que du coup, je sais pas combien on a eu de locataires en tout dans 7 ans. Moi, je les estime à 200 à peu près. Voilà, donc on a quand même, un peu d'expérience là-dessus et à la base on partait de rien du tout, on savait pas les choisir, etc. On s'est trompé pas mal de fois et maintenant on a des critères bien précis sur quand on choisit un locataire et on va vous en parler dans cet épisode. Ouais, tout à fait. C'est venu parce qu'on a eu pas mal de questions aussi sur le sujet. Parce que c'est vrai que ça revient un peu, la peur de choisir le mauvais locataire, de prendre celui avec qui on va se retrouver dans une situation d'impayé, qui va pas vouloir quitter l'appartement, qui va le rendre dans un état catastrophique, etc. C'est une des peurs classiques qu'on a quand on commence à investir dans l'immobilier. Et c'est pour ça que, comme on a eu pas mal de questions, on s'est dit que ça valait le coup de faire un épisode sur ce sujet. C'est ça. Tu sais qu'en plus ça m'est arrivé il y a pas si longtemps d'avoir choisi un mauvais locataire. Alors, pour l'histoire, j'ai choisi une bonne locataire. Elle, sur le papier, c'est quelqu'un qui travaille. Elle est aide en maternelle ou un truc comme ça. Assistante maternelle ? Non, tu sais, elle est quand t'es à la cantine, les dames qui aident à faire manger les petits. Ouais, je vois. Je sais plus comment on appelle ça. C'est pas ATSEM, je sais plus. Donc elle est comme ça à la base. C'est quelqu'un de physiquement qui est normal. Et il descendait de Bretagne pour louer un appartement dans le sud. Et elle, vraiment, elle cochait toutes les cases. Je l'avais déjà vue, etc. Et en fait, c'est vrai qu'elle m'avait demandé de mettre son compagnon sur le bail. Et c'est lui le mauvais locataire. Et en fait, lui, je l'avais jamais vu. Alors peut-être sur ses papiers, j'avoue, je me suis pas attardée particulièrement à regarder sa tête sur sa carte d'identité. C'est surtout que le jour où ils se sont pointés sur l'état des lieux d'entrée, où lui, je l'ai vu, j'ai fait « Ah !» En fait, il a la dégaine d'un drogué, hein, désolé, mais c'est la vérité. Et en fait, par la suite, ça a été que ça. Donc là, tant mieux, on a trouvé plus ou moins une porte de sortie. Ils sont partis d'ailleurs de l'appartement. Ils ont donné leur préavis et on en fera l'état des lieux d'ici 15 jours. Je crois, un truc comme ça. On n'a pas d'impayé parce qu'on est couvert par Visal et on a la caution. Donc pour l'instant, on va voir dans quel état on le récupère l'appartement pour voir si on déclenche la Visal ou pas ou si on lui prend sur sa caution. Et en fait, c'est quelqu'un qui a du coup des très grosses sautes d'humeur. Et en fait, c'est quelqu'un qui passe du tout rien. Il se rappelle plus trop des fois de ce qu'il me dit. Ouais, je pense trop bipolaire, drogue. Ouais, plus drogue. Donc forcément, ça fait pas bon ménage. Il est du genre à m'appeler la nuit, à m'envoyer des messages à 3h du matin pour dire je ne sais quoi. Enfin bref, j'ai pris pas mal d'insultes, etc. J'ai même dû déposer plainte, pas parce qu'il me fait peur, mais parce qu'en fait, juridiquement, ça me protège sur le fait que j'ai plus à lui répondre. Et d'ailleurs, la vie est un peu rigolote, mais à partir du moment où j'ai déposé plainte, donc il avait passé une semaine à m'envoyer des menaces de mort, etc. Enfin, je vous le dis juste parce que des fois, ça peut arriver. Et par exemple, là, pour le coup, j'avais pas pu le prévoir, en fait. Hein. Elle est normale, c'est lui qui est complètement zinzin. Et trop drôle parce que du coup, après une semaine à m'avoir menacé de mort, ils se sont rendus compte que la porte de l'immeuble en bas, ils arrivaient pas à l'ouvrir et à la fermer. Donc soit il y a une défaillance sur la clé, ce que je pense pas parce que moi j'avais testé les clés avant, je pense juste qu'en fait ils ne savent pas ouvrir la porte parce qu'elle est un peu dure. Et en fait les locataires du 2e et du 3e ont une tendance à fermer la porte. Donc en fait soit ils restaient coincés à l'intérieur, soit ils restaient coincés à l'extérieur. Et là comment tu fais quand t'as insulté la proprio pendant une semaine ou que tu l'as menacé de mort? Sachant que tu restes dehors en fait. Sachant qu'en plus t'as oublié un point ultra important, c'est que dans notre process qu'on met en place pour petit à petit déléguer la gestion des locataires, tu ne te présentes plus moi je reste officiellement le propriétaire et toi tu te présentes comme la gestionnaire. Donc en plus, ce qui est incroyable dans tout ça, c'est que ils se sont extrêmement mal comportés avec toi alors que t'es pas la propriétaire, mais une gestionnaire immobilier. Donc en plus une professionnelle qui travaille, tu vois. C'est ça. Et du coup, pour l'état des lieux, ils voulaient le faire rapidement. Donc écoutez, moi j'étais là, vous voulez faire les règles, et on va jouer les règles. Du coup, j'étais là, le préavis. Et bizarrement, ils veulent plus faire l'état des lieux depuis qu'ils savent que c'est le proprio qui fait l'état des lieux. Parce qu'ils savent qu'ils se sont mal comportés, etc. Donc là, visiblement, ils ont laissé l'appartement. Quand on est passé à l'immeuble la dernière fois, enfin toi t'es passé à l'immeuble la dernière fois, visiblement, effectivement, ils y habitent plus.
Mais bon voilà, tout ça pour dire que des fois, choisir un bon locataire, c'est pas si facile et par exemple même moi, ça faisait un moment que ça m'était pas arrivé et là, Ouais, parce que honnêtement, bon, nous, on a à peu près je choisis un et deux locataires par mois à peu près ouais, c'est sur ça. l'ensemble du parc. Et honnêtement, la plupart du temps, ça se passe bien. Enfin, je veux dire, on n'a jamais de problème majeur. On en a eu beaucoup et c'est un peu ce qui a fait l'ADN de ce podcast, c'est qu'on a beaucoup raconté nos mésaventures avec des locataires et c'est ce qui fait justement qu'aujourd'hui, on a une très bonne expérience avec les mauvais locataires. Des deux manières dont vous pouvez les avoir, hein, soit nous qui nous étions trompés quand on les avait Mmh. choisis, soit des mauvais locataires qu'on avait récupérés d'immeubles qu'on avait achetés à d'autres propriétaires qui les sélectionnaient pas bien. Donc maintenant, on a vraiment un œil extrêmement précis dessus, mais l'erreur arrive et enfin par exemple dans ton cas, ça s'expliquait facilement par le fait de en fait vous louez un couple mais il y en a qu'un des deux qui se déplace, celui qui se déplace c'est le normal et vous avez le deuxième qui est zinzin, mais en fait vous pouviez pas le deviner quoi. C'est ça et tu sais, sur le moment, j'allais pas dire: «Ah bah non, on annule tout» parce qu'en fait, j'ai vu Ah, je pense que quand je t'aurais l'ai dû. vu, je me suis dit: «Lui, il a une drôle de tête quand même» et j'allais enfin, tu vois, le bénéfice du doute, j'allais pas, remettre en Je pense que maintenant faut le faire honnêtement. ouais, je pense que mais sur le moment, je me suis dit parce que vraiment, elle est toute normale, hein, une blonde aux yeux bleus, vraiment, toute normale, rien de bizarre et franchement, lui, j'étais: «Ah mais c'est quoi ce mec?» Et t'as su après en justement en déposant plainte qu'il avait fait plusieurs séjours en prison. Voilà, pour, trafic de drogue. Ouais. On l'avait deviné. C'est ça, donc bon, écoutez, ça arrive à tout le monde. Je pense déjà, faut un peu casser le mythe. Il y a pas, de très bons locataires dans le sens où, les gens sont jamais trop parfaits. Pourquoi? Parce que surtout les locataires d'habitation, parce qu'en fait, on parle de chez eux. Tu vois, on en a déjà parlé dans ce podcast qu'il y a le côté très émotionnel et en fait, c'est pour ça qu'on vous conseille de rester très cordial et mettre beaucoup de distance avec vos locataires parce que quelqu'un qui peut, être très bien pendant quelques années, il suffit que, par exemple, sur la sortie de l'appartement, vous soyez pas d'accord, je ne sais pas, pour la caution, pour X problème et là, ça peut complètement shifter. Donc moi, même les très sympas et on en a beaucoup des très sympas, je reste, pas froide, mais quasiment quoi, très cordiale avec eux et j'attends de voir jusqu'au bout, comment ça se passe, tu vois? Ouais, je suis assez d'accord avec toi, surtout que ça, c'est un peu un défaut, qu'on a en France de manière générale, c'est, le l'ambiance culturelle autour de la location d'un appartement est extrêmement mauvais parce que, pour tout un tas de raisons, qu'on Je pourrait pense que la France énumérer aime pas les pendant proprios, une hein. heure. C'est ça, on est dans un pays qui aime pas les propriétaires, mais depuis très longtemps, hein. Honnêtement, c'est pas des problèmes qui datent de genre, il y a 20 ans, ça date même d'avant parce que, il y a eu plusieurs fois des grosses crises de logement à la fin du XVIIIe siècle, à la fin du XIXe siècle, au début du XXe siècle et cetera. Donc il y en a eu plusieurs. Il y a toujours eu une tendance, notamment à Paris, qui a toujours été une des villes les plus peuplées d'Europe. Il y a toujours une grosse tendance avec beaucoup de propriétaires qui détenaient quasiment l'intégralité des immeubles dans Paris et qui faisaient monter très haut les prix des loyers. Et en fait, il y a un peu un mythe qui s'est inscrit du mauvais propriétaire qui est juste là pour l'argent, qui en a rien à foutre de son locataire, qui le laisserait vivre dans un taudis, qui est un marchand de sommeil, etc. C'est vrai dans certains cas, mais comme il y a tous les locataires ne sont pas des mauvais payeurs qui vont ravager l'appartement, c'est vrai aussi dans certains cas, mais heureusement pas tout le temps. Malheureusement, je trouve que la relation propriétaire-locataire souffre de ce souci-là. Et d'ailleurs, nous, par exemple, sur les réseaux sociaux, je pense que vous devez en voir, on voit passer énormément de réels ou de contenus en lien avec des gros problèmes entre propriétaires et locataires des deux côtés. Un propriétaire qui va se plaindre d'une mésaventure avec un locataire, à l'inverse un locataire qui va se plaindre d'une dinguerie qu'aurait fait son propriétaire, etc. C'est des trucs qui n'existent pas dans d'autres pays. Je pense que si on les montre à un Américain, il va pas comprendre, il va se dire c'est quoi votre problème autour de la location des appartements, parce qu'aux États-Unis ça n'existe pas. Je dis pas qu'il n'y a pas d'impayés aux États-Unis, je dis pas qu'il n'y a pas de Ah locataires mais qui si tu ravagent. payes pas, tu sors, en fait. Exactement. En fait, la relation est bien différente là-bas. On pourrait citer même d'autres pays, l'Angleterre, l'Allemagne. L'Angleterre, c'est simple. L'Angleterre, un propriétaire a droit de te dire bon, tu t'en vas, je récupère mon appart. Mmh. Et tu t'en vas sous 2 mois, peu importe depuis quand ton bail est en cours. En Allemagne, ça fonctionne exactement comme ça. En Espagne, il y Il y a a des des trucs de sécu privée, voilà, je il y a des crois, ouais. boîtes de sécurité privées qui s'occupent de déloger les squatteurs. Pareil, en Italie, je crois qu'ils ont fait passer aussi une loi pour les propriétaires immobiliers, notamment des Airbnb, quand il y a des squats. Là, je crois que la police a obligation d'intervenir et je crois qu'ils ont supprimé les lois qui empêchaient les bailleurs de pouvoir faire quelque chose. Donc voilà, globalement, dans tous les autres pays, la relation propriétaire-locataire marche différemment et nous, en France, on souffre
de ce point-là. Enfin, quand je dis on souffre, c'est la société qui en souffre, hein, pas nous personnellement. Nous, on fait juste avec parce que c'est comme ça, tu vois. Mais effectivement, c'est pour ça que faut toujours garder une certaine distance et rester vraiment sur une relation purement d'affaires. Ça retirera déjà une bonne partie de l'émotionnel et notamment quand ça pourra arriver, vous aurez des problèmes avec un locataire, entre guillemets, ça évitera de trop faire empirer la situation, de ne pas s'être impliqué personnellement ou émotionnellement dans le problème, et ça permettra toujours d'essayer de trouver une solution adaptée pour essayer de lui faire quitter l'appartement le plus vite possible ou de résoudre le problème s'il y a un problème particulier. J'ai remarqué aussi que les gens partaient souvent au quart de tour parce que Ouais, tout le temps. ils ont pas la notion de comment fonctionne. En fait, ils comprennent pas qu'on peut pas genre claquer dans les doigts pour résoudre un Oui, c'est problème. ça. Par exemple, ça arrive à tout le monde une fois dans sa vie de se retrouver sans eau chaude. Même moi, quand j'étais jeune, je pense que ça a dû t'arriver aussi. Chez mes parents, la chaudière est tombée en panne. On est resté 3 jours sans eau chaude et puis le plombier est venu, il l'a réparé. Bon voilà, 3 jours, c'est le temps normal d'une intervention d'un plombier en urgence, tu vois. Si ça arrive malheureusement à un de vos locataires parce que le ballon d'eau chaude est tombé en panne, naturellement entre guillemets, oui, il va peut-être rester 3 jours sans eau chaude, mais vous y êtes pour rien entre guillemets, vous pouviez pas prévoir que le ballon d'eau chaude allait tomber en panne. Là, vous y êtes pour quelque chose, est-ce que quand il vous a prévenu, vous avez pris les devants, vous avez tout de suite contacté un plombier pour lui demander d'intervenir au plus tôt. Là, vous avez fait votre job de propriétaire. Maintenant, vous pouvez pas claquer des doigts et boum, d'un coup, l'eau chaude réapparaît par magie dans le ballon. Et ça, malheureusement, les locataires souvent ne le comprennent pas. Bref, aparté pour tout ça, pour revenir au sujet de l'épisode qui est comment bien les choisir pour limiter au maximum ce type de problème. Déjà, je pense que dans votre tête, vous devez, en fonction du bien que vous mettez en location, donc quand je dis bien, encore une fois, on part du principe que vous mettez à la location un bien qui est vétuste et... pas vétuste, quoi, justement. Bah oui, non, qui est décent. Décent, pardon. Et salubre, c'était ça le mot Ah, que je salut. voulais. Et salubre, il faut que... Enfin, moi, ce que je fais, c'est que je sais plus ou moins, maintenant avec l'expérience, quel genre de profil je cherche. Par exemple, si je mets à la location un studio de 25 mètres carrés en centre-ville à 420 € par mois, c'est le cas que j'avais eu. Forcément, je cherche pas un cadre sup qui gagne 6 000 € par mois, quoi. Et qui travaille dans la finance. C'est ça, je cherche pas une famille de 4 enfants avec 4 enfants non plus, tu vois. Oui. Donc je cherche pas quelqu'un qui est forcément véhiculé, je pense que je cherche quelqu'un qui travaille. Alors généralement, c'est pas non plus moi par exemple, je suis pas fermée au CDD, aux trucs comme ça, tu vois. Mais c'est quelqu'un qui travaille normalement en ville ou du moins pas loin de la ville, enfin pas loin de l'endroit où on est, et qui habite tout seul et qui a forcément qui a les revenus cohérents par rapport à 400 € pour un loyer, tu vois, donc qui touche le SMIC, Oui. globalement. Je fais une aparté là-dessus parce que pour le coup, ça c'est vraiment notre retour d'investisseur immobilier avec l'expérience qu'on en a. Prenez toujours des locataires qui travaillent. Pour plein de raisons. Déjà, quelqu'un qui travaille, c'est quelqu'un qui est solvable. Donc, en cas d'impayé, en cas de dégradation, mais il aura peur que vous saisissiez sur ses revenus. Donc, entre guillemets, ça lui fera quand même, il se sentira pas en impunité, comme ça peut arriver avec les gens qui travaillent pas, qui disent de toute façon, je suis insolvable, vous pouvez rien faire. Également, quelqu'un qui travaille, c'est en général quelqu'un qui est inséré socialement. Donc, ça évite quand même d'avoir, typiquement des drogués trafiquants de drogue. Si elle travaillait, mais lui travaillait pas. S'il avait travaillé, il aurait pas été trafiquant de drogue et peut-être même pas drogué, tu vois. Également, quelqu'un qui travaille, c'est quelqu'un qui est moins dans l'appartement. Et c'est con, mais quand on est investisseur immobilier, on a une logique, c'est normal de usure du bien. Et quelqu'un qui ne travaille pas, qui est H24 dans un appartement, naturellement, l'appartement va s'abîmer plus vite que si la personne, elle travaille et qu'en fait, elle y passe juste ses nuits à dormir, tu vois. Donc, également, quelqu'un qui travaille, c'est quelqu'un de responsable, un minimum, parce que naturellement, quand vous travaillez, vous avez des obligations, vous devez respecter des règles. Donc voilà, c'est tout un tas de questions, moi, qui me force à prendre des gens qui travaillent ou qui sont en études. Un étudiant, ça marche aussi, c'est un travailleur en devenir. Mais d'éviter au maximum les gens qui ne travaillent pas. Et malheureusement, il y en a beaucoup. Alors, quelqu'un au chômage, au moins quelqu'un qui compte retravailler, Oui, voilà, mais pas quelqu'un qui ne travaille plus, ne compte plus retravailler, et entre guillemets quelqu'un qui vit uniquement des aides. Je dis pas que ces gens-là n'ont pas le droit de se loger, mais pour moi leur place c'est dans le logement social où les bailleurs publics, même parfois semi-publics, qui touchent largement suffisamment de subventions pour engager des gens pour s'occuper de ces gens-là, très clairement leur place est là-bas, pas chez les investisseurs bailleurs privés qui en fait n'ont pas ni la dimension, ni les salariés, ni le temps de pouvoir gérer des gens qui malheureusement auront des situations de vie difficiles.
Également pour, maintenant sur, sa situation, administrative, moi je sais que quand on dit que quelqu'un travaille, il peut soit être en CDI classique, bon bah, à ce moment-là c'est facile, vous demandez ses 3 derniers bulletins de salaire, voir son contrat de travail si c'est récent, son dernier avis d'impôt. Des fois il peut travailler à son compte, là c'est un peu plus compliqué. Certes il travaille, mais bon vous avez peut-être moins de preuves de ses revenus, c'est peut-être plus récent, c'est peut-être irrégulier. Là ça serait bien qu'il ait un garant. Également s'il travaille au black, moi quelqu'un qui travaille au black ça me dérange pas. Juste, bah, naturellement, là aussi, je vais demander un garant parce que, par exemple, celui qui travaille au black, il travaille, il est responsable, il est inséré socialement, mais maintenant, si jamais on avait un problème, entre guillemets, si une grosse partie de sa rémunération est non déclarée, bah, moi, je vais pas pouvoir faire grand-chose d'un point de vue juridique si jamais il y avait un problème. Donc, c'est pour ça qu'à ce moment-là, on demande un garant. Mais je sais que, par exemple, quelqu'un qui ne travaille pas, même s'il a un garant, ça pose toujours un petit souci quand même. Parce que moi, à chaque fois que je mets une annonce, j'ai ce genre de candidat et en fait, en soi, sur le papier, le loyer est payé, tu vois? Oui. Mais c'est ce que tu dis, c'est que, bah, quand ils travaillent pas, ils ont pas de j'ai l'impression que souvent, ils manquent de perspective. C'est des gens qui vont beaucoup traîner chez eux, forcément pas spécialement de bonne fréquentation. Puis, tu vois, c'est toujours un peu ça va avec urgence. Ils vont me dire que: «Oui, là, je suis hébergée chez un ami, c'est urgent». Bah, en fait, moi, je me dis: «Il n'y a problème», tu vois? Oui, et je reviens sur, par exemple, l'exemple que j'ai donné sur le ballon d'eau chaude qui tombe en panne. Quelqu'un qui travaille, je sais pas moi, qui travaille peut-être en restauration, bah, il s'est rendu compte quand il travaillait au restaurant, je sais pas moi, il y a quelque chose qui est tombé en panne, bah, le patron a dit: «OK, je vais le remplacer ou faire venir quelqu'un pour le réparer». C'est pas arrivé instantanément. Il a bien fallu que quelqu'un vienne, se déplace, le répare. Du coup, il va comprendre que s'il y a quelque chose qui est en panne, il faut un certain délai pour que l'artisan puisse venir réparer. Quelqu'un qui ne travaille pas, il vit dans un monde de bisounours où en fait son plus gros problème dans sa vie actuellement c'est qu'il a pas d'eau chaude, du coup en fait il va vous rendre fou à cause de ça, tu vois. Bah Alors que, encore une fois, il vous a prévenu, vous avez dit OK, pas de souci, j'appelle le plombier. Maintenant le plombier il arrive quand il peut arriver. Bah, tu vois, j'ai exactement le cas du coup parce que ça nous est arrivé le mois dernier. Du coup, le zinzin que je vous disais en début d'épisode, en fait, il y a eu quand il a pris son contrat, en fait, il y a un réglage heure creuse ou je sais pas quoi à mettre Heure creuse, heure pleine sur le compteur. voilà, sur le compteur qu'il avait pas activé. Du coup, en fait, le ballon d'eau chaude ne se mettait pas en route. Donc il y avait pas eu d'eau chaude jusqu'à ce que je fasse intervenir le plombier. Mais si vous voulez, il me dit ça le vendredi. Le plombier est intervenu mardi et de vendredi à mardi, il m'a fait la misère. Et en contrepartie, du coup, donc là, c'est je suis désolée, on va dire un peu les termes, c'est un cassos qui travaille pas et qui se drogue sûrement beaucoup la nuit. Et de l'autre côté, bah, à l'hôtel, il y a l'eau à geler. L'eau à geler pendant 4 jours. Et là, on a une jeune fille qui est en alternance en coiffure, un gendarme, je crois, qui travaille en cybersécurité. Il est pas gendarme, il travaille avec la gendarmerie. Voilà, c'est ça. Bah, j'en ai pas entendu en fait, j'en ai entendu parler à cause de l'agent IMO, mais en fait, ils étaient pas là à casser les bonbons, en fait. Ils étaient là, bon, bah, c'est la vie, ça va Oui, bien finir par dégeler. tant que ça reste pas gelé un Voilà, mois, bon là ça a si duré c'est 4 4 jours ça. jours, bon, bah, voilà, ça arrive. Ils ont pris la douche, chez quelqu'un d'autre et Sachant qu'il a fait -12 quand même, hein, ça gèle. C'est pas parce qu'il faisait -1 que ça gèle, là c'est parce qu'il faisait voilà, -12 et que c'est particulièrement, surtout que les tuyaux sont isolés, donc je pense qu'à mon avis c'était pas les seuls dans la ville à avoir de l'eau gelée malheureusement. c'est ça. Et du coup, 2 types de réactions et pourtant, eux, ils payent des appartements qui sont beaucoup plus chers, hein. Les loyers, c'est 540 et 530, je crois, un truc comme ça. Donc, au final, c'est pour mettre un peu en perspective ce que tu disais, tu vois, par rapport aux gens qui travaillent, etc. Complètement, complètement, complètement. Donc c'est pour ça que globalement, quand vous recevez comme ça vos prospects qui viennent visiter l'appartement, heu on vient de parler un petit peu pour moi des indispensables, le fait qu'il doit avoir une situation professionnelle, quoi qu'il arrive. Après, vous pouvez faire en fonction, hein, comme j'ai dit, moi, si la personne, elle me dit: «Bon, mais voilà, je suis en CDD ou je suis en période d'essai, mais j'ai une garantie visale», OK, moi, ça me va. Maintenant, il va falloir quand même aller un petit peu plus loin. Vous allez avoir besoin de cohérence dans les documents que va vous donner la personne. Vous allez devoir quand même lui demander une certaine récurrence des revenus. Moi, je sais que je me méfie toujours quand la personne me dit: «Non, non, pas de souci, je travaille, voici mon dernier bulletin de salaire», et Bah, qu'en tu fait, vois, il me donne un avis d'appoint à 0. ouais, ça arrive tout le temps, l'avis d'impôt est à 0, c'est un truc de ouf, ça. Effectivement. Et pareil, faites parler les gens. Moi, j'aime bien poser des questions et souvent, bah, en plus, personne ne sera contre vous raconter un peu, leur vie. Mais par exemple, voilà, mon locataire zinzin, à l'état des lieux, je pose un peu des questions. Forcément, vu sa tête, je me dis: «Putain, c'est chaud» et je lui dis: «Ah, vous vous installez sur Béziers?» Il me dit: «Oui». À son accent, marseillais, j'entends très bien qu'il est marseillais. Donc je me dis: «Ah, vous avez vécu en Bretagne, vous étiez en Bretagne alors que vous êtes, de Marseille?»
Oui, il me dit: «Oui, j'étais à Marseille, après j'ai eu un peu de problèmes, ensuite je suis allé à Perpignan et j'ai quitté Perpignan» et en fait, pour ceux qui sont du sud, Marseille-Perpignan, moi, il y a une lumière rouge qui s'allume et pareil, du coup, il m'a dit qu'au final, ils ont préféré partir en Bretagne, donc très loin du sud et je me dis: «Mais qu'est-ce que c'est que ça?» tu vois? Et du coup, bah, ça permet aussi un peu de les faire parler sur leur situation, qu'est-ce qu'ils font ici et cetera et pareil, s'il vous dit: «Oui, je fais tel métier», posez des questions. Voyez C'est cohérent. si c'est cohérent, s'il s'y connaît, depuis combien de temps il met en trajet à venir, si ça ira pour le travail, tout ça, la voiture et là, vous voyez vite de toute manière si c'est cohérent ou si ça l'est pas. C'est ça. Pareil, au moment de la visite, le rapport au logement, il est super important. C'est-à-dire la personne, comment elle va se comporter par rapport à votre bien. Si elle commence à vous dire qu'elle va repeindre les murs en rose et qu'elle veut casser la cuisine pour agrandir le salon, en fait non, malheureusement, il est pas chez lui. Je dis pas qu'il y a pas des cas où votre locataire peut être bricoleur et que vous pouvez vous arranger avec lui pour améliorer l'appartement. Mais si en fait il parle de casser des trucs et probablement que ça sera mal fait, à ce moment-là, moi c'est red flag automatique et à ce moment-là, je prends pas quelqu'un qui, en fait, je prends quelqu'un qui va garder l'appartement dans le même état. En soi, il est pas chez lui, il reste que locataire. Donc il a pas à faire des travaux et s'il parle comme déjà de travaux au moment de la visite, bon, en général c'est red flag automatique. Il y en a un là, j'ai fait une visite récemment, il me dit: «Ouais, le plan de travail, la plaque, c'est trop petit, c'est 2 feux» et il me dit: «C'est trop petit, va falloir que je découpe dans le plan de travail pour mettre ma plaque qui est 4 feux» et j'étais là: «Alors toi mon gars, Ouais. c'est non». Donc oui, tu as raison sur ça, les travaux, Pareil, les questions importantes, c'est lui demander pourquoi il prend ce logement. C'est un peu ce que tu disais, de faire parler la personne, lui demander pour combien de temps il compte rester, lui demander un peu au niveau de sa situation personnelle. Vous pouvez essayer d'apprendre un peu des choses. Ça permet aussi, par exemple, de déceler un peu les personnes qui vont mentir un petit peu. Ça a pu nous arriver. Il y a beaucoup, par exemple, forcément, nous, investisseurs immobiliers, on fait beaucoup de studios T2. Donc, en général, on cherche soit des jeunes couples, soit des gens célibataires. Et on a très souvent des demandes pour des gens qui ont des enfants. Et en fait, ah c'est ouais. des logements qui se prêtent pas à avoir des enfants. En fait, c'est problème automatique parce qu'entre guillemets le logement est déjà trop petit, donc entre guillemets Ça il s'accueille va pas un enfant, s'abîmer, ouais, voilà, il va d'office. s'abîmer encore plus vite. Pour les voisins, souvent c'est source de problématiques parce que en fait tout le monde sait le bruit que peut éventuellement faire un enfant et en fait quand vous vous retrouvez dans des petits logements, ça aggrave cet effet-là parce que encore quand l'appart est grand entre guillemets, si vous êtes l'enfant fait du bruit à un bout de l'appart, bon, il y a déjà tout le reste de l'appartement avant que le voisin entende. Voilà, ça peut augmenter ce type de nuisance, etc. Et on a déjà eu des gens qui se sont présentés en disant qu'ils étaient célibataires sans enfants et au fur et à mesure des questions, en fait, tu te rends compte que si ils ont des enfants et que en fait les enfants sont très jeunes et puis Tu dis: «Bah, naturellement tu leur dis oui». ils vont vivre avec vous. Ah oui, mais qu'une partie de la semaine. Non, en fait, on vous ment, ils vont être là tout le temps. Donc à ce moment-là, ça c'est red flag et malheureusement, il ne faut pas prendre ce type de locataire. Bah, surtout quand, il y a pas de chambre pour les enfants et cetera. En vrai, vous êtes pas Ouais. dans le champ de sommeil donc dites Ouais. non. Pareil, les motifs de départ de l'ancien logement. Vous avez souvent les gens qui vont s'expliquer un peu pourquoi ils quittent l'ancien appartement. Parfois, ça va être justement pour des soucis en rapport avec de la délinquance. Et en fait, ils vont vous le dire sans vous le dire. Ils vont dire ah ouais, mais parce qu'en fait, je me suis fait agresser chez moi, etc. Et quand tu vas creuser un peu l'histoire, tu te dis ah, bah attendez, c'est grave, vous avez porté plainte. Ah non, non, j'ai pas porté plainte parce qu'en fait, je devais de l'argent, etc. Et en fait, les gens se livrent. Et là, pareil, pour moi, red flag. Tu dis ok, c'est quelqu'un un problème. Ça s'est passé dans le dernier Dehors. appartement. Il y a de grandes chances que ça revienne dans le mien. Ils vont casser la porte. C'est moi après en tant que proprio qui va être embêté. Les voisins vont prendre peur. Enfin, bref, vous vous retrouvez après dans des situations un peu incongrues. Pareil, j'aime pas trop non plus les personnes qui sont floues, qui justement qui restent très discrètes qui répondent pas vraiment aux questions parce qu'entre guillemets, certes entre guillemets c'est la vie personnelle, sauf qu'en fait quand vous donnez un logement, il va habiter là, donc vous êtes naturellement dans la vie personnelle de la personne, mais c'est important quand par rapport à ce que on vous disait en début d'épisode de garder une attitude professionnelle et une distance, être distant et professionnel n'empêche pas de poser des questions Mmh. et de justement essayer d'en savoir un peu plus sur la personne parce que certes les documents c'est bien et en plus on va parler des faux documents, on va y venir juste après, mais entre guillemets quelqu'un qui va parler de manière assez floue ou quelqu'un qui est dans l'urgence de manière excessive pour vouloir avoir l'appartement, pour moi c'est des choses qui pareil me font dire qu'il y a quelque chose qui est pas net et si je sens pas la personne, je dis toujours et c'est ce que je dis à tous les investisseurs avec qui on travaille, quand il y a un loup, il n'y a pas de loup. Si vous avez un doute sur le candidat locataire,
vous ne le prenez pas. Mmh. D'ailleurs, j'en profite, si vous êtes intéressé par nos accompagnements et que justement vous devez faire un projet immobilier, vous devez investir, vous posez ces questions sur des locataires, mince, comment je fais pour les choisir, quelle est la méthodologie, comment être sûr, comment avoir quelqu'un qui va être avec moi, qui va avoir un regard sur le locataire qui est venu se présenter à mon appartement, qui va m'aider à regarder mon dossier. C'est typiquement des choses que je fais avec les investisseurs qu'on accompagne. Certes, j'apprends à trouver des biens rentables, on voit le dossier bancaire ensemble, mais on ne fait pas que ça, on voit les travaux également, on voit notamment la recherche d'un locataire et comment bien le sélectionner, comment éviter les erreurs classiques dont on est en train de parler dans cet épisode. C'est des choses qu'on voit de manière individuelle avec les investisseurs qu'on accompagne. Donc si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à cliquer sur le lien en bio et on se fera un plaisir de se faire un call ensemble pour voir dans quelle mesure on peut vous accompagner. Et tu vois, c'est utile parce que du coup, on en a plein, ils ont un doute à chaque fois, tu sais, ils te posent la Ouais, question: «Est-ce que ça, c'est un vrai bulletin? Est-ce que ça, c'est des vrais papiers?» Et en vrai, c'est vrai qu'il y a des très bons faussaires, dans cette société. Et du coup, nous, avec l'œil, maintenant, on commence à repérer. On leur apprend aussi, à repérer les faux dossiers et ça, faites attention. Vous avez des outils qui permettent de vérifier les avis d'impôts. Vous pouvez vérifier les SIRET sur les bulletins de salaire. Vous pouvez, voir la cohérence, de l'arithmétique sur le salaire, les congés payés. Enfin, voilà, essayez de regarder toutes ces petites choses-là pour être sûr que ce soit des vrais, oui, moi ce que je dis toujours pour chercher les faux dossiers, typiquement sur les bulletins de salaire, je regarde les centimes. En fait, souvent un mauvais faussaire, il va juste changer les chiffres et des fois il va même pas se rendre compte que juste en additionnant les centimes des différentes lignes que vous avez sur le bulletin de salaire, on tombe pas bon sur le net à payer. Donc déjà ça, c'est la première étape que je fais dès que je reçois un bulletin de salaire. Après, je vais regarder au niveau des polices, au niveau des couleurs, au niveau, vous avez des codes au niveau des dates par exemple. Donc par exemple, c'est une cotisation pour 2024-2025, c'est marqué. Enfin, globalement, c'est pas quelque chose de codifié, un bulletin de salaire, c'est-à-dire qu'en fait vous avez des dizaines et des dizaines de logiciels différents qui vont avoir leur propre calligraphie, leur propre disposition. Par contre, vous avez des choses qui vont revenir de manière obligatoire sur un bulletin de salaire. Toi, tu m'avais dit, et c'est vrai, moi c'est quelque chose que je pense pas regarder, mais toi que tu regardes et qui est très malin, c'est regarder le compte, ouais, des congés payés. le compte des congés payés. C'est-à-dire que en fait, il doit bouger de mois en mois et souvent les faussaires, en fait, ils vont prendre le même bulletin de salaire, ils vont changer tous les chiffres et ils vont bêtement oublier de modifier le compteur de congés payés. Et ça, c'est typiquement des choses que vous pouvez arriver à retrouver. Et ça, effectivement, c'est des choses qu'on regarde avec les investisseurs avec qui on travaille pour justement leur éviter de prendre des gens qui auraient menti sur leur dossier, qui naturellement forcément seront des mauvais locataires, parce que moi je peux pas imaginer qu'on ait un bon locataire et qu'on ment sur son dossier. C'est forcément qu'il y a un très très gros red flag et un gros warning à avoir directement. Et honnêtement, c'est arrivé plusieurs fois, ça a dû arriver à peu près Je trouve 5-6 fois en 2025, hein. Donc honnêtement, je suis content de déjà avoir pu faire éviter 5 ou 6 mauvais locataires aux investisseurs avec qui on travaille, quoi. Je pense aussi en erreur à éviter, nous maintenant ça n'arrive plus parce que nous sommes des armoires de glace, mais vous faites pas trop amadouer par, le bon feeling. Souvent il y a des gens, ils peuvent paraître ultra sympathiques et en fait après au niveau des papiers, c'est compliqué à avoir ou ils vous disent: «Non mais au paiement de la caution, finalement je peux plus la payer» ou «Est-ce que vous pouvez me le faire en 3 fois?» ou vous voyez, ils changent les choses aux dernières minutes et ça en fait, le bon feeling, ça excuse pas tout. C'est pas parce qu'il est sympathique que, qu'il faut le prendre et surtout qu'il sera carré par la suite. Donc ça, je pense, faut vraiment, faire attention. Et nous, un truc qu'on faisait au début et qu'on fait plus du tout maintenant, c'est que maintenant, je préfère avoir 1 mois supplémentaire de vacances qu'un mauvais locataire. Alors qu'au début, on était un peu stressés vu qu'on n'avait pas, on n'avait pas 15 milliards de lots non plus pour compenser une perte. Mais en fait, on était là en mode, j'ai que lui, est-ce que je le prends, est-ce que je le prends pas? Pourtant, je le sens pas, tu vois. Et ça, je pense, ça a dû nous arriver 3 fois. Et après, depuis, on s'est dit, plus jamais quelqu'un qu'on sent pas, même si j'ai personne d'autre, tant pis, on lui loue pas. Ouais, je suis totalement d'accord avec toi. Pareil, on se laisse plus attendrir par les histoires de vie. Et en général, moi, justement, ça devient un red flag, c'est que plus la personne, elle essaye de m'attendrir ou de jouer sur la corde de l'affectif, plus je me dis qu'en fait, ça pue parce que du coup, elle va s'en servir, elle va récupérer ce levier-là sur tous les futurs échanges qu'on va avoir. Bien évidemment, vous allez avoir votre propre grille de sélection et vous devez toujours la respecter. Si vous ne la respectez pas, naturellement, vous risquez de vous faire avoir. Et ça, pour moi, c'est vraiment les erreurs un peu classiques qu'on peut faire pour choisir un locataire, ou justement se dire qu'il y avait quelque chose qui vous mettait un peu le doute, parce que toujours ce que je dis, hein, s'il y a un loup, il n'y a pas de loup. S'il y a quelque chose qui vous mettait un peu le doute et finalement vous avez quand même décidé de prendre ce locataire-là,
il y a un moment donné, ça risque de vous répéter à la gueule. C'est ça. Après, bon, je suppose qu'il y a toujours pour chacun une part d'expérience qui arrive tôt ou tard. Nous, c'est un peu nos conseils qu'on a au niveau des locataires. D'une manière générale, si c'est pour un peu enlever la peur à tout le monde, je pense que sur nos locataires d'habitation, 90% ça se passe bien. Oui, Je veux bah ouais, dire, même plus que ça, honnêtement, sur les locataires qu'on a choisis, je pense qu'il y en a 19 sur 20 où ça se passe bien. c'est ça. Je pense que ceux avec qui ça s'est le plus mal passé, bah, c'est les erreurs qu'on vous a dites un peu avant. Et après, ceux avec qui ça s'est pas super bien passé, c'était surtout des locataires qui étaient déjà là. Qu'on avait récupéré. Voilà. Alors là encore, on fait pas une généralité, mais quand même à chaque fois, Ouais, parce que ça s'est mal passé. pour le coup, ça dépend aussi des immeubles, hein. Il y a des immeubles qu'on a rachetés où il y avait des locataires en place avec qui ça s'est bien passé jusqu'au départ des locataires, voire il y en a qui sont encore là depuis l'époque où on a acheté l'immeuble. Des fois, depuis 3-4 ans, ils n'ont pas changé. Donc, entre guillemets, ça dépend, ça dépend vraiment des cas. Peut-être un tout dernier point sur les garanties. On en a reparlé, mais un tout petit peu. Globalement, nous, comment on fonctionne? Nous, sauf si la personne, elle a vraiment des revenus réguliers établis, donc par exemple, elle est en CDI plus de 3 fois le loyer, auquel cas on peut éventuellement accepter de ne pas avoir de garant physique ou de garantie visale. Si la personne, elle n'est pas dans ce cas-là, on va forcément demander soit un garant personne physique, soit une visale. La visale, elle est accessible pour tous les moins de 30 ans sans condition, et pour ceux qui ont plus de 30 ans, c'est en général pour ceux qui sont en période d'essai ou en demande d'emploi. Donc, c'est quand même assez large. Les garants personnes physiques, normalement, tout le monde peut en avoir. C'est très rare que vous ayez vraiment quelqu'un qui n'a pas de famille, pas d'amis, personne qui peut se porter garant pour lui. Ouais. Moi, c'est toujours ce que je dis quand, par exemple, justement, je vous disais que on peut prendre des gens qui travaillent, mais qui travaillent au black. Du coup, on n'a pas vraiment de documents pour prouver leurs revenus. Moi, il n'y a pas de souci. Je veux bien vous croire que vous travaillez, que vous avez des revenus, mais à ce moment-là, je vois pas si justement vous avez des revenus, ben, votre frère, votre mère, votre pote, il peut se porter garant pour vous. Et moi, en tant que propriétaire, ben, ça permettrait de me garantir. Ça, les garants personnes physiques, je trouve que ça marche très bien parce que ça nous est jamais arrivé de faire la moindre démarche judiciaire contre un garant. En général, si jamais la situation se tend au bout d'un moment avec le locataire, il suffit juste qu'on évoque le fait d'aller voir son garant pour qu'en général ça remette vraiment tout en place. Et dernière chose, au niveau des assurances loyers impayés, donc ce qu'on appelle les GLI, nous on n'en a pas. Moi, éventuellement, je peux comprendre qu'un investisseur qui aurait que 1 ou 2 appartes en prenne. Je pense qu'à partir du moment où vous avez entre 5 et 10 appartements, c'est plus la peine d'en avoir parce qu'en fait vous faites votre auto-assurance tout simplement, et globalement le coût que vous allez mettre dans la GLI, ça correspondra à peu près à la rare fois où vous allez avoir un impayé, parce que quelque chose qu'on ne voit pas aussi souvent sur les impayés, c'est qu'en général c'est souvent des petites sommes. Nous, on n'a jamais eu des impayés de 20 000 euros comme on peut voir. Il y a impayé et retard de paiement aussi déjà. Les impayés, c'est très rare. Non, mais les impayés, je parle quand la personne elle a quitté l'appartement, sur qu'est-ce qu'elle nous devait en partant. On n'a jamais eu de locataire qui nous devait globalement plus de 1000 balles, quoi. Ouais, c'est ça, Donc, j'allais dire 1000 balles, je pense que c'est le max. la plupart de nos impayés, je dirais qu'en moyenne, les rares fois où on a un impayé, c'est autour de 500 euros. Donc, est-ce que ça vaut le coup d'avoir une assurance pour 500 euros? T'as la notion, généralement. On mettrait plus que 500 euros par an, je pense, dans les assurances GLI si on avait des GLI pour tous nos biens. Donc, c'est pour ça qu'on n'en utilise pas. C'est ça. Et juste aussi un point sur les garants physiques, contrôlez bien qu'il y a un lien entre eux, parce que des fois, je reçois des dossiers et je me dis, alors, il n'y a pas le même nom de famille. Qui c'est? Qui est-ce? Ouais. Et qu'ils aient pas piqué que c'est le cousin de la voisine de je sais pas qui, que c'est un très bon ami. Je suis là, c'est non. Et à ce moment-là, contacter le garant, ça aussi, c'est quelque chose qu'on oubliait de faire au début. C'est pas parce qu'il y a un garant, qu'on vous donne des papiers, qu'on vous donne une signature, que le garant existe vraiment et est au courant qu'il va se porter garant. Ouais. Donc maintenant, c'est quelque chose qu'on fait systématiquement, c'est que s'il y a un garant, on le contacte. C'est ça. Et généralement, il n'y a pas de souci. Bon, on espère que cet épisode vous sera utile. N'hésitez pas aussi à nous dire si vous avez des conseils pour la gestion des locataires. Encore une fois, vraiment, les mauvais locataires, il y en a, mais vraiment, c'est à la marge. Je vous dis, quand vous savez bien les choisir, au final, ça se fait quand même assez bien. Après, je pense qu'on n'a juste pas parlé de comment garder une bonne relation avec ce locataire. Peut-être ça sera pour un prochain épisode ou une actu. Parce que moi, j'ai plein de conseils aussi. Je pense qu'en gestion, ouais, ça peut faire l'objet d'un futur épisode sur bien gérer ses locataires en cas de problématique et tout. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner sur le podcast, à nous mettre 5 étoiles, ça nous aide au niveau de l'algorithme, à nous suivre sur Instagram, la Fouserie quitte le Boomer Dream, on vous partage un peu notre quotidien d'investisseur et en ce moment, on fait beaucoup de travaux, donc si vous voulez nous suivre, c'est avec plaisir. Et on se dit à la semaine prochaine pour un prochain épisode. À bientôt, ciao.